Alors je vais vous parler, moi, parce qu'on a beaucoup parlé de héros entre hier et aujourd'hui, mais il y a aussi des héroïnes. Et le problème de l'héroïne, c'est tout de suite, c'est qu'elle interpelle. Généralement, dès qu'un des réalisateurs ou un auteur met en place une héroïne, on le qualifie tout de suite de féministe, comme si la cause était acquise. Et un des auteurs, des créateurs les plus connus à ce sujet, c'est Miyazaki. Dont on dit sans arrêt que c'est non seulement un japonais mais en plus un féministe, ça fait partie des adjectifs qui lui sont accolés. Donc je prends par exemple au moment de Sartat un article de France Info, ma foi source absolument importante chez nous, où l'on dit, je cite, les héros de Miyazaki ont très souvent été des héroïnes et elles ne tombent pas dans le cliché de la sensibilité et de la fragilité, c'est-à-dire, donc je pense que s'il y a des féministes dans la salle, elles seront très contentes, oui, ils seront très contents d'entendre que sensibilité, fragilité, c'est une qualité uniquement féminine. Tous les auteurs du 19e siècle se retournent dans leur tombe. Et j'ai même trouvé dans un article plus récent sur Japanisation, qui est un site apparemment de référence sur la culture nippone en France, il dit, alors je ne le cite pas, je reformule, que les femmes de Miyazaki sont identifiées à la figure maternelle, ce qui leur confère une autorité tout en infantilisant les hommes qui leur font face. Donc si Miyazaki est féministe, c'est que les femmes chez lui sont des mères en puissance. Je ne me prétends pas spécialiste des études de genre, j'en ai quand même fait un petit peu, et je vois en effet des visages consternés, je l'étais aussi en lisant ça. Je vais donc rappeler rapidement ce qu'est le féminisme ou ce qu'il peut être, sans j'espère tomber dans des querelles de chapelle. Le féminisme n'est d'abord pas la guerre des sexes, au profit de la femme, c'est tout aussi débile que dans l'autre sens. Ce n'est pas non plus l'idéal d'une domination féminine sur le masculin, ce qui serait une forme de matriarcat après le patriarcat. Non, le féminisme, c'est a priori, en tout cas tel que je le conçois, et Margaret Atwood avec moi, je me cache derrière quand même quelqu'un d'assez important, la lutte contre ce qu'on appelle l'essentialisation de la femme, c'est-à-dire le formatage de la femme par rapport à son sexe de naissance, c'est-à-dire une jeune fille doit devenir une femme avant de devenir une mère, et ça fonctionne dans le sens, un homme doit boire de la bière et couper du bois. Les hommes que vous avez vus jusque-là, étant évidemment des exemples parfaits de virilité accomplie, ma foi. Enfin, on a un vrai bûcheron à la table, mais sinon les autres démentent tout à fait ça. Cela interpelle, ça veut dire que donc ceux qui défendent le féminisme de Miyazaki sont en fait eux-mêmes ignorants de ce que peut être le féminisme. Ça, c'est un premier problème. On peut difficilement défendre une thèse quand on ne la comprend pas. Mais le deuxième problème, c'est qu'en voulant le défendre, à la manière donc de l'article de Japanisation que je vous ai lu, c'est qu'ils fragilisent ce qu'ils veulent défendre, puisque si on considère que les femmes de Miyazaki sont toutes des mères impressionnantes et imposantes face à l'homme, fatalement, ça signifie qu'en fait, Miyazaki n'est pas du tout féministe, et donc l'idée défendue est en fait combattue. Il faut quand même rappeler que la société japonaise, en termes de féminisme, a été à la pointe, à un tout petit moment, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, il y a eu des vrais mouvements féministes, et puis, d'ailleurs, elles ont le droit de vote avant nous, avant la France, ça prouve, c'est une des preuves là, et à partir des années 20, a complètement disparu. Le féminisme a complètement disparu en tant que mouvement politique au Japon avant de revenir vaguement dans les années 90. On a une situation de la femme qui est finalement relativement similaire à l'Europe, avec des écarts simplement plus marqués. C'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement, d'un point de vue extérieur, un retard si grand que ça. C'est dans les détails comme toujours, c'est-à-dire à travail égal, un salaire beaucoup plus faible et un taux de travail précaire beaucoup plus marqué que chez nous. Mais si on prend des chiffres, les chiffres de l'OCDE sont... La France est souvent derrière le Japon sur certains critères qui sont en fait les critères les moins évidents. Donc, on pourrait analyser ça comme ça, expliquer que Miyazaki, pour un japonais, il est très féministe. Je pense qu'on peut aller plus loin et plutôt que de faire une analyse sociologique, faire une véritable analyse de l'œuvre de Miyazaki, en commençant d'abord par regarder un peu à quoi ressemblent les personnages principaux chez Miyazaki, donc une typologie, je vais pas dire généalogie, on vient d'en faire une pendant
très longtemps, donc pas de généalogie, mais une typologie, si tant est que ce soit possible, du héros miyazakien, avant de nous intéresser à ce que c'est qu'une héroïne, et ce que c'est que l'héroïsme, s'il y a un héroïsme féminin, qui serait différent de l'héroïsme masculin. Et enfin, je m'intéresserai à un film, peut-être, si on voulait s'amuser à dire qu'il y a un film féministe chez Miyazaki, vous dire lequel c'est à ce moment-là, et puis vérifier si ça fonctionne. Hop. Le héros chez Miyazaki, une analyse très rapide puisqu'elle provient du livre que j'ai co-signé avec Raphaël, Ici ruminant, tiré de la section cartographie dans le chapitre 2, où on voit que l'on a énormément de récits, 14 récits, tous supports confondus, entre ces mangas, ces séries animées et ces films, qui mettent tous en scène à des degrés variés, c'est-à-dire un personnage peut être mis en avant par rapport à l'autre, mais en tout cas on a toujours des couples. Donc ça c'est la première chose, c'est que le héros n'est pas seul. Nous avons relevé 18 combinaisons possibles, alors je vais pas toutes les passer en revue, juste les survoler, en repérant en fait alors deux grandes catégories, les adultes et jeunes adultes d'un côté, ce que vous avez à droite de l'écran, et les enfants qui sont un peu plus développés. En nous intéressant donc un petit peu à chaque fois au mode de formation et au type que l'on peut avoir. D'abord, comment ils se rencontrent. Revoilà notre ami Campbell, puisque de la même manière que l'aventure commence par une rencontre fortuite, les personnages se rencontrent de manière fortuite aussi à l'intérieur de l'œuvre. Donc soit au cours de l'histoire, comme dans les œuvres, on va dire préhistoriques, mais en tout cas les premières œuvres de Miyazaki, Thème et Sasan dans Le Peuple du désert, Nausicaa et Asbel ou Selm dans le manga ou le film. Enfin alors Asbel c'est uniquement dans le film, Selm c'est aussi dans le manga, Nausicaa de la vallée du vent, ou dans Princesse Mononoke, la rencontre de Ashitaka et San. Mais elle peut aussi être un élément déclencheur de l'histoire, et une confusion des deux. C'est Conan et Lana dans Conan fils du futur, c'est l'arrivée absolument magnifique de Chita dans Le château dans le ciel, elle tombe véritablement du ciel, et la rencontre dans le tout dernier film, son film testamentaire, jusqu'à ce qu'ils nous en fassent un autre, de Jiro et Naoko, d'autres scènes de rencontres d'autant plus frappantes, qui pour moi est véritablement le déclencheur de l'histoire, puisque c'est au moment de la rencontre que se produit le tremblement de terre du Kanto. Finalement, le choc amoureux est représenté de manière absolument magnifiée par le tremblement de terre. Mais, et ça c'est aussi très intéressant, il peut y avoir dans le couple qui se forme une forme de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on se connaissait déjà avant mais sans se connaître. Alors là il y a Kimi no Na wa, le film qui est sorti au mois de novembre là en France, qui a pulvérisé tous les records et qui a même battu Miyazaki au Japon, qui travaille beaucoup là-dessus, sur l'idée en fait de la rencontre n'est qu'une redécouverte de la personne déjà aimée. Alors soit ils se connaissaient avant parce que elles sont frères et sœurs, enfin elles sont sœurs, c'est Mei Satsuki dans Mon voisin Totoro, ou c'est Porco et Gina, dont on comprend qu'ils ont une histoire qui remonte bien avant le début de Porco Rosso. Mais celle qui m'intéresse le plus, c'est cette idée de connaissance inconsciente, où on a une idée de redécouverte qui renvoie aux différentes mythologies amoureuses, notamment l'androgyne antique, on cherche son âme sœur, son autre moitié, et nous avons à ce niveau-là la rencontre de Chihiro et Haku dans Le voyage de Chihiro, de Sophie et Haoru avec une idée en plus de boucle temporelle parce qu'il l'a vu, etc. Donc là, entre d'autres choses, et encore une fois, le vent se lève puisque Jiro et Naoko se rencontrent deux fois. La première fois dans le train, et ils se retrouvent, donc ils se connaissaient, mais une forme de redécouverte l'un de l'autre dans des conditions un peu plus agréables quand même qu'un tremblement de terre. Cela montre qu'en fait, dans la mythologie miyazakienne, on a des trames sur lesquelles l'auteur va broder, et d'un film à l'autre, on va retrouver le même type, mais présenté d'un peu manière différente, qui permet du coup d'avoir des motifs de variation qui font qu'on reconnaît Miyazaki aussi dans sa manière d'écrire une histoire, mais qu'on est à chaque fois surpris parce qu'il ne fait pas de la même façon.
Les couples enfantins, commençons par les plus jeunes. On a relevé, avec Raphaël, 3 générations pour à peu près autant de décennies de travail. Donc, montre que finalement, on a l'impression, quand on regarde les films de Miyazaki, que tout va très vite, parce que nous, on voit 1h30, 2 heures de film, mais c'est au bout de 10 ans à chaque fois, donc une évolution qui a été régulière. On a une première génération où le garçon se fait défenseur de la fille, où on a, par exemple, on voit bien Thème qui protège Sasan. C'est la case où elle va mourir, en plus, elle est en train de tomber malade, non? T'as choisi Thème et Sasan là-haut. C'est toi qui l'as choisi. Ah oui, bah oui. Tu choisis très bien. Une vision finalement traditionnelle, on en a beaucoup parlé, du garçon protecteur, etc. Et finalement, qui se retrouve surtout dans les œuvres antérieures au studio Ghibli, à l'exception du Château dans le ciel, qui est en fait le premier film après. Où on a un modèle du couple traditionnel, où on a un équilibre de la force virile, de la force physique incarnée par l'homme, et une force spirituelle incarnée par la femme. Et là, c'est Conan et Lana, ça fonctionne, et ça fonctionne surtout pour Pazu et Chita, où on a clairement une représentation spirituelle par Chita, une représentation virile par Pazu. J'y reviendrai là-dessus parce que ça mérite d'être de lancer ce qui va être des fausses bonnes idées d'analyse par la suite. La deuxième génération, intitulée, là c'est toi qui as donné le titre, je l'aime beaucoup, les amitiés préadolescentes, c'est-à-dire quand même une forme d'attraction et de répulsion qui est très réaliste dans la relation garçon-fille, et qui est en fait une génération, les deuxièmes générations dans toute la littérature quelle qu'elle soit, c'est toujours une génération de transition entre la première, les grands-parents, et la troisième génération, les enfants. Ça fonctionne chez Shakespeare, ça fonctionne aussi chez Miyazaki. La deuxième génération est intermédiaire. On a un garçon qui s'efface devant la fille, mais qui tente quand même de faire des choses de garçon. Dans Mon voisin Totoro, c'est le personnage de Kanta, donc c'est l'image que vous avez là. Ce petit garçon dont je crois pas, on n'entend pas la voix du film, à part des quelques borborines, parce qu'il est vraiment rendu muet. Alors là, les psychanalystes vont parler de castration, mais on n'ira peut-être pas jusque-là. Il est rendu muet par la fille, mais il essaie quand même d'être un garçon cool. Il lui donne son parapluie troué en disant... Tiens, encore une fois, les psychanalystes apprécieront. On a aussi dans le titre japonais, le titre français, c'est Kiki la petite sorcière. Donc Kiki la petite sorcière, tombeau qui est dévirilisé par Kiki, puisque c'est une jeune fille de 12-13 ans qui, elle, vit seule, est émancipée, et puis en plus elle vole, symbole de la liberté, ce que lui n'arrive pas à faire et qui voudrait bien. Je rappelle que c'est une œuvre adaptée, c'est-à-dire que c'est pas une œuvre de création de Miyazaki. Cette lourdeur peut-être symbolique et du fait de l'auteur original et pas forcément de Miyazaki. La troisième génération, enfin, est intéressante. Je pose la question, est-ce que l'on a une inversion et que la fille est défenseur du garçon? On a j'aime beaucoup dans le château ambulant. Je le mets là parce que c'est de l'adolescence, mais on a le personnage de Haoru dans le château ambulant qui se teint les cheveux, qui aime pas qu'on touche à tous ses produits de beauté dans la salle de bain, c'est un personnage très efféminé sur certains points, tandis que celle qui n'a pas peur du travail, qui se bat, c'est Sophie, donc elle devient un personnage un peu plus viril. Et dans Ponyo et Sosuke, c'est Ponyo sur la falaise. Dans Ponyo, c'est donc elle qui a toute la puissance, tandis que Sosuke est presque simplement un spectateur de la puissance féminine à l'œuvre. C'est la même chose d'ailleurs dans le film, on voit dans le couple des parents de Ponyo un père à taille humaine, une mère à taille gigantesque, et un père qui est constamment en train d'essayer de se mettre à la hauteur de la femme. Mais j'y reviens dans très, très peu de temps. Je m'intéresse d'abord aux couples adultes, qui sont minoritaires en apparence. Mais c'est en fait que la typologie est beaucoup plus stable, et comme ce sont des motifs assez éculés sur lesquels il ne s'attarde pas, on n'a pas l'impression d'avoir quelque chose de nouveau. On a principalement 3 modèles. Un modèle très romantique, les amours impossibles, qui permet d'avoir un élément dans l'histoire
absolument bateau, mais terriblement efficace pour donner une idée, donner de la dynamique à l'histoire. C'est le château de Cagliostro, donc le film de commande en 79 qui reprend le personnage de Lupin Sensei, Lupin de troisième, où on a un amour impossible entre Clarisse et Lupin, ne serait-ce que par la différence d'âge. On le retrouve dans Porco Rosso, entre Porco et Fio. Non, Fina. Non, ah oui, Fio. Non, et Fio, non, tu m'as presque fait douter. Et entre Nausicaa et Asbel, ou Nausicaa et Selm, dans Nausicaa de la vallée du vent, film et manga. À chaque fois des amours qui ne se réalisent pas. On a, par contre, aussi les couples qui se réalisent. Et ça c'est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose qui est nouveau, puisque dans Le Voyage de Shuna, qui est dans un de ses premiers mangas, donc avant toute création cinématographique, il y a déjà un couple, Shuna et Théa. On le retrouve évidemment, le film qui célèbre le couple qui se réalise, c'est Le Vent se lève. C'est la seule film où on a une vraie scène de baiser représentée quand même à l'écran, c'est magnifique. Et on a surtout, ce que l'on oublie souvent, tous ces modèles familiaux qui sont en arrière-plan, les parents des personnages. Et on a une évolution à l'intérieur des films entre les parents de Kiki, couple absolument équilibré malgré leur loufoquerie, aux parents de Chihiro, une famille qui dysfonctionne, et dans Ponyo, ce couple assez particulier dont on a presque l'impression qu'elle est mère célibataire avant de découvrir un mari marin au long cours qui se fait insulter en langage morse, en sémaphore par sa femme, et dont on comprend très bien que le couple n'est vraiment plus, ne fonctionne plus du tout. Autant de représentations qui servent en fait à mettre en valeur les couples centraux, donc les couples enfantins ou les couples des jeunes adultes, qui sont les couples personnages principaux, et aussi un motif donc qui met en valeur le motif préféré de Miyazaki, préféré mais pas privilégié, c'est-à-dire qu'il ne le met pas systématiquement, c'est le motif de la Belle et la Bête, dont certains expliquent qu'il est à forte tendance autobiographique, c'est-à-dire que dans sa propre vie, Miyazaki a expérimenté une perte de foi en l'humanité qui lui a été redonnée par la jeunesse, et donc il a retranscrit là-dedans. C'est l'idée donc de l'amour qui donne ou redonne goût à la vie, que l'on a dans Porco Rosso, symbolisé par la malédiction qui se lève peut-être à la fin du film, les paris sont ouverts, avec la jeunesse de Fio, c'est un amour impossible, mais qui redonne espoir quand même. L'amour de Princesse Mononoke, entre les Ashitaka et San, sachant que là, il est fort, parce que tous les deux sont la belle de l'autre, et tous les deux sont la bête de l'autre. Chacun a une part d'animalité, lui par la malédiction, elle par son éducation, et au contact de l'autre, il retrouve en fait foi, l'un en la nature finalement, qui lui a donné la malédiction, et elle en la civilisation qui l'a exclue. Et on l'a une dernière fois aussi de manière un peu plus lourde dans le château ambulant, puisque c'est le magicien qui a fui l'humanité qui reprend goût et qui fonde une famille avec Sophie à la fin. Mais tout cela, maintenant qu'on voit qu'on a affaire à plein de héros et d'héroïnes, est-ce que l'on a véritablement affaire à des héroïnes au sens propre? Alors il faut rappeler ce que c'est, peut-être que l'héroïsme, ça a été fait un peu de temps en temps, mais je vais remettre ma contribution. L'héroïsme, d'abord, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ce n'est pas quelque chose d'éternel. L'héroïsme dépend toujours du contexte et de l'histoire et de l'historicité d'une civilisation. Parce que le héros ne se définit en fait que par rapport aux critères d'une société, à ses valeurs. Le héros est celui qui accomplit une action positive aux yeux de la société, quelle qu'elle soit. Mais dans ces cas-là, il y a beaucoup de héros. Pour que le héros soit héros, il faut aussi que cette action soit singulière. Soit l'action en elle-même est extrêmement dangereuse, tuer un dragon, interrompre Raph, soit les conditions la rendent particulièrement difficile ou dangereuse. Lancelot, quand il décide, alors que tout le pousse à être un bon chevalier, d'être un mauvais chevalier pour obéir à l'injonction féminine. L'héroïsme, donc ça c'est le premier critère, c'est que ce soit positif. Deuxième critère, que ce soit particulier. Troisième critère, que cela résiste au temps. N'est héroïque que ce que l'on raconte. Et là, d'un seul coup, beaucoup d'histoires que on parle de héros, toutes les productions actuelles, sont démenties par ça, puisqu'en fait, il faudrait attendre 100, 150 ans, 200 ans pour savoir si on a vraiment affaire à des romans qui mettent en scène des héros. C'est-à-dire qu'il faudrait que le personnage survive au roman,
Donc Jim Hawkins n'est pas un héros, on l'a vu hier, parce qu'il ne survit pas à l'île au trésor, alors que Lancelot survit largement. Arthur encore plus, il est tellement fort, il n'en a aucun de ses romans finalement, et c'est lui qui gagne. Et donc Miyazaki, le problème est là, est-ce qu'on a affaire à des héros, puisque on a peu d'actions singulières. Racontez-moi l'action singulière de mon voisin Totoro, vous allez rigoler. On n'a pas de transcendance temporelle, et on n'a pas véritablement de conditions particulières. Donc, il va falloir un petit peu tricher. On aime tous faire ça. Je vais remonter d'abord à ce que c'est qu'une héroïne, puisqu'on parle de féminin. Qu'est-ce qu'une héroïne à la base? Le mot héroïne, avant de désigner une drogue très agréable, désigne surtout un personnage féminin, mais il date de Ronsard. Le mot en français date du XVIe siècle, alors héros apparaît un peu plus tôt. Au Moyen-Âge, par contre, on a un doublé, on a le doublé preux et preuse. Dès le XIIe, XIIIe siècle, a priori, même si l'adjectif preux date de bien avant. Et donc, l'héroïne se définit simplement par la version féminine du héros. Et donc, cela désigne une femme virile, dépourvue de sexualité et accomplissant des actions dites masculines. C'est le modèle de la jeune femme vierge et guerrière, Diane, Artémis, à gauche, dans une représentation tout à fait fin 19e, début 20e d'un artiste français. Athéna, Minerve, là c'est chez Rembrandt, donc la femme en armes. Donc on ne distingue finalement la féminité peut-être que dans la finesse des traits, et encore avec le jeu des ombres chez Rembrandt on a l'impression qu'elle a de la moustache. Et les Amazones. Les Amazones étant d'ailleurs un cas particulier de l'Antiquité, parce que souvent, en plus d'être virile, l'héroïne est seule. Cela s'explique puisqu'elle est dépourvue de sexualité. Diane chasseresse, vous savez que Diane, dans les Métamorphoses d'Ovide, se venge d'un homme qui n'a eu que le malheur de l'entrepercevoir peut-être nu, c'est-à-dire à quel point elle défend sa virginité. Même chose pour Minerve, qui est très farouche avec son corps. Le fait qu'elle soit seule explique l'absence de sexualité, puisqu'une femme seule, elle fait rien, a priori, puisque tout le monde sait que la sexualité ne passe que par l'action masculine. Et on a un autre exemple que j'ai pas de représentation, mais Didon, dans Didon et Aîné, qui d'ailleurs fait débat chez certains spécialistes déjà de l'époque. Est-ce que c'est une héroïne? Parce que quand même, elle commet l'acte de chair avec Aîné, le fameux épisode de la caverne, où ils sont tous les deux un peu pervertis par l'ancêtre d'Aîné, Aphrodite, Vénus en latin, qui faut à tout prix qu'il succombe. L'héroïne, donc, si on reprend tout ça, c'est une femme qui se comporte en homme, et qui s'habille d'ailleurs aussi en homme. Et on peut parler d'héroïsme féminin dans la mesure où il n'implique pas le rejet du modèle patriarcal, c'est-à-dire la femme fait des choses de femme, non, elle fait des choses d'homme, donc ça confirme cela, et la femme est donc en fait un homme comme les autres. Et si on pense à Miyazaki, c'est triste, mais ça fonctionne. On a quand même le modèle de la jeune femme guerrière, vierge, c'est Nausicaa et San, dont on a à l'intérieur de l'histoire. Alors après, on peut voir ce qui se passe à l'extérieur, on peut toujours imaginer, mais non, justement, aucune activité amoureuse, ne serait-ce que charnelle, puisque Nausicaa rejette les deux prétendants qu'elle pourrait avoir dans le film, même si la toute dernière case du manga laisse supposer que peut-être, mais bon, c'est très facile d'ouvrir des portes comme ça dans une dernière page. Et San, pareil, donc ils vont vivre chacun séparé, un petit peu comme la lune et le soleil dans le conte chinois, donc sans a priori des véritables activités amoureuses. Donc, ce que je disais en introduction, c'est qu'on veut défendre le féminisme de Miyazaki, mais là, quand on regarde un petit peu, les gens qui le défendent mettent en valeur plutôt une forme de patriarcalisme, et ça a l'air de se confirmer, puisque les deux plus grandes héroïnes, alors, peut-être pas en France, mais en tout cas, en France, Princesse Mononoke, c'est le grand succès, et au Japon, c'est Nausicaa. C'est un film, surtout ceux qui étaient vivants à l'époque, qui étaient nés plutôt à l'époque du film, c'est vraiment le film qui les a marqués sur les 20-30 dernières années. Est-ce que donc le monde de Miyazaki, en fait,
on a des femmes qui se comportent en hommes et donc pas un véritable féminisme. C'est ce que pense un étudiant en Gender Studies, donc analyse de genre américain, Daniel Ninhuis, je pense que j'écorche son nom mais c'est pas grave, dans un mémoire qui s'appelle Goddesses of Water and Sky. Donc les déesses de l'eau et du ciel arrivent à la conclusion suivante. Je vous épargne les 130 pages qui précèdent, j'arrive à la conclusion. Miyazaki n'a recours qu'à la simple inversion des rôles traditionnels de l'homme et de la femme. Nausicaa est une princesse qui mène son peuple au salut en s'embarquant dans une aventure pleine de périls et de monstres. Au passage, elle sauve un joli prince, etc., etc. Kiki, alors j'ai beaucoup aimé ça, est une sorcière qui teste ses pouvoirs en montant un business. Donc la valeur mercantile masculine, c'est Kiki qui l'incarne, tandis que Tombo, elle serait le rêveur éthéré. Donc première chose, il confirme cette idée de simple inversion. Deuxième idée, et là c'est là que les Américains sont très forts, c'est que non seulement il inverse, mais on a donc le simple inversion des rôles. Je me perds dans mes images, voilà. On a aussi une association du féminin et du masculin à des éléments de la nature, d'où le titre. La femme est associée aux éléments fluides, l'air et l'eau, qui représentent une philosophie de flexibilité face au problème. La femme n'est pas dans le conflit, elle est dans la résolution ou l'évitement du conflit. L'homme, lui, est associé à la terre, une philosophie d'affrontement inefficace face au problème, tandis que l'ennemi, c'est-à-dire qu'il n'est pas une figure féminine ou masculine, ça permet à Ninhuis d'éviter en fait tous les problèmes que je vais soulever, en disant que l'ennemi n'a pas de sexe, il est manichéen associé au feu. Exemple, Pazu Eshita, dans un premier temps, dans le château dans le ciel, elle tombe littéralement du ciel, elle a le pouvoir de voler, élément de l'air féminin. Lui, c'est un mineur, dans tous les sens du terme, il est associé à la terre. On a aussi ça dans Nausicaa, c'est la maîtresse des airs, on la voit, elle vole. En plus, j'ai choisi un plan où elle vole au-dessus de l'eau, pour un double symbolique assez lourde. Elle évite le conflit, elle veut toujours le résoudre. Et elle a une vocation en plus de martyr, meilleur moyen de sauver des problèmes. Asbel, qui pour rester dans le film, veut la vengeance de son peuple suite à la destruction de sa ville, mais il est complètement rendu inopérant par Nausicaa qui lui dit simplement tais-toi et regarde. L'ennemi, c'est Kushana, la dame que vous avez à droite et qui a pas l'air très contente, qui elle résout le monde en deux catégories. Il y a les méchants et il y a moi. Et les méchants, on les brûle par le feu du monstre originel, l'espèce de golem que vous voyez en train de fondre derrière elle, qui projette du feu par sa bouche. Sauf que cette analyse permet à l'auteur d'illustrer la thèse qu'il avait dès le départ, c'est-à-dire que Miyazaki, il est peut-être plus féministe que les autres, mais c'est en fait juste un mec qui inverse le système des valeurs, et donc en fait il n'est pas véritablement féministe. En plus, son féminisme, il est dépendant de sa vision, de sa conscience écologique. L'équilibre du monde passe par l'équilibre des genres. La femme, qu'elle agisse en homme ou pas, reste une femme, et l'homme reste un homme, et c'est l'équilibre des deux qui permet l'équilibre de la nature. Bon, c'est très joli, ça permet de donner un très joli titre, sauf que ça ne fonctionne pas du tout quand on regarde la filmographie entière de Miyazaki. Pourquoi ? Parce que Miyazaki n'a pas un esprit de système. Il ne se dit pas les femmes sont aériennes et les garçons sont terriens et puis les méchants sont dans le feu. L'élément aérien est partagé par tous, par Kiki, oui, et aussi par Porco Rosso, dont un homme et un porc. L'eau n'est pas associée qu'au féminin. Le voyage de Chihiro, le personnage qui symbolise l'eau, c'est Aku. On va me dire, il a les cheveux longs, mais bon, avoir les cheveux longs ne fait pas d'un homme une femme, comme avoir une jambe de bois ne fait pas de vous une chaise. Le feu n'est pas toujours le symbole de l'ennemi, même si c'est vrai que c'est plus souvent le cas pour cela, parce que l'ennemi, par exemple, dans le château ambulant, c'est Suliman, la grande sorcière, et qu'est-ce qu'elle fait pour essayer de vaincre Aolu ? Elle essaye de le noyer, un peu comme Dumbledore avec la boule d'eau, mais en beaucoup moins cool, parce que c'est pas en 3D. On a aussi Aolu qui utilise le feu, lui, pour vaincre les armées ennemies. Donc le feu, qui est l'élément négatif, peut être aussi retourné contre l'ennemi.
Et enfin, l'eau, c'est l'élément positif par excellence. Alors, dans la psychanalyse, c'est l'élément sexuel féminin, c'est l'élément de reproduction, sauf que dans Pogno, on a quand même cette scène absolument magnifique où c'est l'eau qui a recouvert le monde et qui donc a détruit l'humanité, ou presque. Donc c'est un élément négatif. Conclusion partielle, Miyazaki a certes une mentalité japonaise, ça tombe bien, il l'est, dans sa vision de l'écologie, d'équilibre des forces dans la nature, mais par contre, ce n'est pas ça qui influence sa vision de la femme. De même de manière que quand il exprime la nature, il le fait de manière subtile, quand il exprime son féminisme, j'ose le dire qu'il exprime son féminisme, il le fait de manière subtile. Et je prends en exemple les 3 générations que j'ai évoquées tout à l'heure, et qui permettent peut-être de voir en fait dans l'œuvre de Miyazaki une histoire du féminisme, une évolution de la pensée féministe d'un auteur en accéléré. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire du féminisme, il y a eu plusieurs étapes, et elles correspondent peu ou prou aux étapes des œuvres de Miyazaki. La première étape du féminisme, c'est l'idée que l'émancipation de la femme doit passer par l'homme. C'est-à-dire que c'est quand même l'homme qui va permettre à la femme de s'émanciper. En gros, il va lui ouvrir la porte, et elle pourra faire le premier pas. C'est l'homme qui fait l'effort, et c'est elle qui prend la suite. Exemple, dans le château de Cagliostro, Clarisse, le personnage qui est libéré par Lupin, doit épouser un gentilhomme quelconque. Mais le fait d'être libéré par Lupin lui permet de refuser, une fois qu'elle a été émancipée par l'homme, elle refuse le mariage arrangé, premier geste de féminisme, on refuse les contraintes. On a aussi dans le château, dans le ciel, les traductions françaises sont nazes, parce que chaque fois c'est les mêmes mots. Dans le château dans le ciel, Chita ne peut enfin affronter son destin et résister à Musca que grâce à l'aide de Pazu. Ça c'est la première génération, c'est en fait même l'avant-féminisme. La seconde, le premier pas, la seconde génération, c'est la génération Simone de Beauvoir dans le féminisme, c'est-à-dire la femme s'émancipe contre l'homme entre guillemets, ou parce qu'il fait défaut, c'est-à-dire qu'elle s'empare des codes comportementaux de l'homme par la tenue, Nausicaa, Fio dans Porco Rosso qui s'habille en homme, par la violence aussi d'une certaine façon, et là c'est Nausicaa parce que elle évite le conflit. Il y a quand même une scène où elle massacre en moins de 30 secondes 3-4 personnes, la violence peut être aussi du côté du féminin. Même chose pour San, par la position de pouvoir, et là c'est pas forcément les personnages principaux, mais Kushana dans Nausicaa est une femme de pouvoir, et qui est d'ailleurs beaucoup plus habile dans la gestion du pouvoir que son espèce de sous-fifre gringalé et pseudo-viril avec sa petite barbe. Elle, par le travail, qui n'est pas le travail domestique, là je repense encore à Fio ou aux femmes du Tataraba dans Mononoke, et elle est insensible au code de la féminité, c'est-à-dire qu'elle se définit par d'autres codes, mais qu'elle choisit par rapport à l'homme. C'est pour devenir femme, la femme doit se faire homme, c'est un passage fameux du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Donc, deuxième génération des personnages, et troisième génération... non, c'est bien ça. J'ai pas trouvé beaucoup d'images qui illustrent des concepts comme ça. La troisième génération qui, en fait, le combat féministe tel qu'il se construit dans le monde depuis les années 70 avec Margaret Atwood, dont vous avez déjà entendu parler aujourd'hui, mais qui est vraiment une personne que vous devez lire à tout prix, d'abord parce qu'elle écrit bien, ensuite qu'elle a des bonnes idées derrière. C'est cette troisième génération qui enfin correspond au modèle que Miyazaki a lui-même décrit dans une interview qu'il donnait en 2013 de ses héroïnes, c'est-à-dire des femmes courageuses et indépendantes qui n'ont pas besoin d'un sauveur, mais tout au plus d'un ami ou d'un soutien. C'est-à-dire qu'elles ne se définissent plus par rapport à l'homme, que ce soit pour ou contre, mais par elles-mêmes. Et elles choisissent, et la notion de choix, je reviendrai là-dessus par la suite, est extrêmement important, parce qu'elles choisissent d'interagir avec l'homme. C'est Pogno qui choisit d'aimer Sosuke, c'est Chihiro qui choisit d'interagir aussi un certain nombre de fois, et cela pose un problème. C'est pour ça que j'ai représenté cette image-là, c'est le mariage, la scène du mariage, ma scène préférée dans Le vent se lève, puisque quand même un film, quand on le regarde, on se pose beaucoup de questions sur la destinée de ce personnage féminin qui, par amour pour un homme, se laisse mourir finalement,
Alors il y a plein d'interprétations possibles, c'est pas celle que je préfère, celle que je vais vous proposer là. Celle que je préfère, c'est la vision artistique, c'est-à-dire qu'en fait Naoko n'a jamais existé, et ça c'est très personnel. En tout cas, ce qu'il faut rappeler, et le film insiste beaucoup dans les dialogues là-dessus, Naoko fait des choix. Elle n'obéit pas à son père pour le mariage, c'est elle qui choisit son mari, et surtout elle n'écoute pas la vie de son père ou de son mari quand ils veulent l'envoyer en sanatorium. Elle choisit elle-même sa destinée. Elle sait qu'elle est condamnée de toute façon, que le sanatorium c'est juste mourir plus lentement. Elle préfère mourir plus vite auprès de la personne qu'elle aime. Donc c'est un choix. J'espère avoir résolu le problème de Naoko. L'évolution sur ces 30-40 années est imperceptible, et c'est ce qui fait dire que les gens voient dans des personnages courageux et indépendants, des personnages féminins, pensent que ça fonctionne dès le début pour les personnages. On voit qu'en fait, il y a quand même des reliquats dans les premières œuvres, des reliquats de patriarcat. C'est une évolution qui est imperceptible, puisque, quand même, le vrai point, c'est dès le début, la femme est valorisée d'une façon ou d'une autre. Et qu'on retrouve, je vous ai dit, c'est tout avant Ghibli, la vision, l'homme qui domine la femme. Bah là non, on a un film après qui correspond. Et à chaque fois, vous allez dire, mais il y a un film qui est un peu en avance, ou un film qui est un peu en retard, ou qui revient en arrière. C'est ce qui permet aussi de masquer l'évolution de manière formelle. L'héroïne virile et originelle, c'est le degré zéro du féminisme, mais c'est un passage obligé. Et finalement, il l'abandonne assez vite dans son œuvre. Et l'émancipation des femmes chez Miyazaki, et ça c'est vraiment assez intéressant, elle est parallèle à son émancipation aussi de ce qu'on appelle les pilotis narratifs, c'est-à-dire que les premières œuvres de Miyazaki respectent un certain nombre de schémas narratifs assez connus, jamais Campbell, mais quand même on retrouve des facilités d'écriture, comme toute personne qui apprend à faire du vélo, il met les petits trous. Miyazaki, quand il écrit des histoires, il a ses petits trous aussi, mais il s'en émancipe très vite, et ces personnages féminins s'émancipent aussi des représentations traditionnelles habituelles de la femme pour être quelque chose de beaucoup plus personnel. Et il y a pour moi un film, vous avez dû deviner parce que je me suis perdu dans mes diapos, mais un film qui représente peut-être ça pour moi, ce cheminement-là, c'est Le Voyage de Chihiro, qui peut être lu. C'est un récit d'initiation, c'est un Bildungsroman pour parler allemand, mais c'est aussi un récit d'émancipation féminine. Je me base là-dessus sur les travaux d'Ariane Bale, professeur de littérature comparée à l'Université de Lyon 3, qui a travaillé là-dessus dans le cadre du théâtre, des représentations féminines au théâtre, et qui dégage en fait 4 éléments constitutifs du récit d'émancipation féminin par rapport au simple Bildungsroman qui mettrait en scène un garçon. Le premier point, c'est le but. Ce n'est pas forcément la création d'une personnalité ou la découverte de soi, c'est apprendre à se défaire des illusions. C'est-à-dire que là où l'homme doit devenir ce qu'il était dans le fond, ce que Perceval doit devenir, ce qu'il était, etc., la femme, elle doit apprendre d'abord à se défaire des images que l'on projette sur elle. Tu es né femme, tu seras une mère, tu aimeras tes enfants, tu resteras dans la cuisine, et tu brûleras pas le cassoulet. Donc, dans Chihiro, on a une double illusion initiale, l'illusion intérieure, l'image qu'elle a du monde et d'elle-même. C'est quand même l'image d'un monde assez facile. La scène d'ouverture, on a une enfant pourri gâtée à l'arrière d'une voiture remplie de provisions et qui est pas contente parce qu'on lui a pas donné un bouquet quand elle voulait, etc. La deuxième, et qui est beaucoup plus insidieuse, parce que c'est pas l'image qu'elle a d'elle-même directement, c'est l'image que les autres lui renvoient. C'est l'image d'une petite fille laide. La première fois que Baba la voit, elle lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce laideron ?» D'une fille fragile, incompétente. Ses parents lui rappellent tout le temps qu'elle a les 2 pieds dans le même sabot, qu'elle sert à rien. Et toutes ces remarques blessantes des personnages, elles sont là pour nous faire prendre conscience que le personnage féminin, et c'est le seul personnage pour lequel ce soit vraiment le cas d'ailleurs, les personnages masculins, on leur dit jamais qu'ils sont empotés, les personnages féminins valorisés non plus. Elle, c'est le cas. C'est une illustration typique de comment fonctionne ce qu'on appelle l'essentialisation, le formatage des femmes, c'est en leur rappelant toujours par des remarques méprisantes ce qu'elles ne sont pas et ce qu'elles devraient être. Le deuxième point, c'est l'idée de choix.
Il y a deux choix, sur lesquels je reviens. Et chez Chihiro, c'est vraiment ce qui va rythmer tous les moments importants, les décisions qu'elle va prendre, et avec une véritable évolution. On voit d'abord, c'est la première image, que Chihiro agit par peur. Elle ne mange pas la nourriture que mangent ses parents qui est offerte parce qu'elle a peur des conséquences qu'elle devine. Elle obéit à Haku, elle lui fait confiance parce qu'elle a peur de ce qui pourrait lui arriver. Et au fur et à mesure, elle va prendre des choix. Elle va faire des choix personnels. Alors, en commençant par obéir parce qu'elle a compris que c'était bon pour elle, on l'envoie nettoyer l'esprit putride, l'esprit super putride, et c'est dans ce combat notamment qu'elle va faire un certain nombre de choix. Plutôt que d'écouter ce qu'on lui dit, elle va tirer sur la poignée de bicyclette et ça va permettre de la libération de l'esprit. Il y a l'image en bas où elle choisit de partir avec le sans-visage, elle sait même pas trop où, mais elle y va. Et la confrontation finale, où d'ailleurs on voit l'évolution dans le regard, où elle fait face à Yubaba, et quand elle lui demande où sont tes parents, elle fait le choix, elle devine, elle a l'intuition que ses parents ne sont pas dans les ports qu'on lui présente, c'est-à-dire qu'elle se fait confiance, et elle peut résoudre l'énigme. Le troisième élément constitutif, c'est le recours, puisque là, on a beau être féministe, il faut quand même avouer qu'en général, la force physique est plutôt du côté masculin que du côté féminin. C'est donc pallié à cela par la ruse et le stratagème. La ruse et le stratagème a plusieurs formes. C'est par la parole, le mensonge. Régulièrement dans le film, Chihiro ment par omission, où elle répète la même chose pour vaincre, pour obtenir un travail, pour vaincre le beau, j'ai pas trouvé l'image, mais elle est intéressante, elle lui dit, regarde, j'ai du sang sur la main, tu vas avoir des germes, c'est sale, allez, donc c'est par la parole qu'elle vainc, et c'est aussi par la parole qu'elle domine le sans-visage. Autre élément qui est, très mis en valeur dans tous les récits d'émancipation, c'est le recours au travestissement. Et là, on retrouve le souvenir finalement de Simone de Beauvoir. Pour devenir une femme, la femme se déguise en homme. Ça, c'est chez Shakespeare. Dans toutes les comédies shakespeariennes, les personnages féminins finissent par se déguiser en masculin pour obtenir la liberté. Dans Sento Chihiro, ce changement d'identité, il est presque coessentiel au film. C'est Chihiro devient Sen, c'est le gif qui tourne en boucle depuis tout à l'heure, où elle perd 3 des 4 signes qui font son identité pour n'en être plus qu'un. Donc elle change de personne, c'est ce qui lui permet aussi de s'émanciper, puisqu'elle n'est plus Chihiro, la petite fille fragile qui est bonne à rien, mais simplement Sen, une fille qui n'a pas d'existence préalable et qui donc peut être ce qu'elle veut. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a quand même recours à la force, à sa hauteur, qui est remplacée, donc je remplace un petit jeu de mots, la force est remplacée par l'effort. C'est-à-dire qu'elle s'investit dans le travail, et elle s'investit aussi dans son combat physique avec Haku quand celui-ci est à moitié possédé et pour le soigner, elle est obligée de l'affronter physiquement. Et le point le plus important pour savoir si on a affaire à un récit d'émancipation féminine ou juste un jeu avec les codes, c'est le dénouement. Il faut regarder le dénouement. Si le dénouement revient au point initial, c'est-à-dire que la société retrouve l'ordre établi, c'est la comédie, le moment n'a été qu'une hypothèse. La libération du personnage féminin n'était que temporaire, c'est le carnaval, c'est l'inversion des rôles. Si le dénouement montre une évolution, c'est qu'au contraire, d'une certaine façon, le personnage s'est bien émancipé. Et là, l'étude de la scène d'ouverture, de l'extrait de la scène d'ouverture à gauche et de la scène de fermeture du film à droite, montre qu'il y a une évolution. Elle montre aussi que peut-être tout n'était qu'un rêve, elle fonctionne à plusieurs niveaux. Mais c'est donc le lieu dans lequel ils entrent qui est beaucoup plus décrépit au retour qu'à l'aller, c'est la forme de la porte qui n'est plus la même, et c'est la forme de la borne non plus qui n'est plus la même. Et en plus, les feuilles, etc. Vous savez, c'est l'élément qui nous fait croire que tout a été vrai, c'est le ruban qu'elle s'est mis dans les cheveux qui scintille une dernière fois avant l'écran noir. Qu'elle a reçu de Zeniba dans son voyage. Évolution donc, on remarquera d'ailleurs que la manière dont elle sort n'est plus du tout la même que de la manière dont elle entre. Quand elle entre, elle est accrochée au bras de sa mère, elle a peur, etc. Elle est beaucoup plus libre à la fin.
On a donc affaire à une émancipation complète, un personnage qui est passé d'une définition sociale marquée par les autres à une propre construction de sa personne. Elle a appris à se défaire de l'essentialisation dont elle était victime au début. Et donc, pour conclure et le dire franchement, on peut affirmer que Miyazaki a fini par être féministe. Ça lui a pris du temps, mais ça nous prend du temps à tous d'évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on demande à Miyazaki s'il est écologiste, il dit non. Il a raison, il ne l'est pas. Si on demande à Miyazaki s'il est féministe, il répond non plus. Et il a raison, parce qu'il sait très bien que quand on colle une étiquette sur une œuvre ou sur un artiste, on réduit et on va passer son temps à chercher les preuves que l'étiquette fonctionne ou ne fonctionne pas. Ce que je viens de faire, c'est-à-dire que je vous ai fait perdre du temps pour prouver qu'il n'y en avait pas besoin. Mais bon, c'est pas grave. Vous êtes là de votre plein gré. Et le public, lui, ne se trompe pas, c'est-à-dire que ils ne se posent pas ils ne disent pas j'aime Miyazaki parce qu'il est féministe, j'aime Miyazaki parce qu'il est écologiste, j'aime Miyazaki parce que c'est bien. Miles Davis disait il y a deux types de musique, la bonne et la mauvaise. Et ben ça fonctionne pour tout. Il y a des bons réalisateurs et des mauvais réalisateurs, il y a des bons films et des mauvais films. Et toutes les typologies, les tentatives de mettre des étiquettes, quelles qu'elles soient, en fait nous poussent toujours à dire que non, ça ne fonctionne pas, qu'il y a des exceptions et des débordements. C'est pour ça, et je vais terminer là-dessus dans un grand dernier pied de nez, il n'y a pas de schéma narratif universel qui fonctionne pour tout, il n'y a pas de monomythe, tout comme il n'y a pas un cinéma féministe, un cinéma qui ne le serait pas, un cinéma écologiste, un cinéma qui ne le serait pas. Voilà. Merci à toi Gaël. Est-ce que vous avez des réactions, des questions suite à l'intervention de Gaël sur ça? Alors j'espère que par ça tu ne dis pas le féminisme parce que là tu vas te faire des ennemis. Juste un petit point auquel j'ai pensé lorsque la réforme de Kushana. Est-ce qu'il y aura aussi peut-être une évolution spécifique sur un thème, le thème du mariage, parce que je sais qu'autrefois il était par exemple légal pour une entreprise de renvoyer une employée qui venait de se marier, parce qu'au Japon il était considéré une femme se marie donc elle va faire des enfants, et pour reprendre les termes d'Amélie Nothomb, elle va se reconvertir en éleveuse de champions, et puisque ça devient un travail à plein temps. Mais c'est toujours un travail à plein temps au Japon. Ça l'est toujours, mais je sais pas si c'est toujours la même pression au niveau des concours d'entrée, etc. Et en fait, l'idée qui était déjà présente dans les récits antiques et même dans les récits médiévaux, que le mariage c'est game over pour l'héroïne, c'est bon, elle devient mère, épouse, elle fait plus rien de sa vie après ça. L'idée que dans les premiers films, dans les premières et deuxième génération, soit l'héroïne refuse le mariage, soit les femmes mariées sont un peu plus en retrait. Et après, dans les plus récents, le mariage, bon, dans le vent se lève, c'est plus la fin. C'est plus la fin du... C'est compliqué. Dans le français, c'est compliqué parce que c'est plus la fin. En même temps, elle fait pas long feu après. Mais les raisons, sont pas liées au mariage, voilà. Elle continue à être toujours une personne qui fait des choix, qui est aux côtés de son mari. Même la femme du patron, elle travaille avec le mari notamment pour les convaincre de se marier, et ils sont à part égale dans la cérémonie tous les deux. L'idée que c'est moins une fin, c'est moins la fin de l'individu femme, des actions que peut faire la femme, c'est plus à refuser comme un game over, quoi. C'est assez compliqué parce que d'abord au sein de Ghibli, Miyazaki a toujours valorisé, a toujours embauché plus de femmes que d'hommes. Alors certains diront vieux pervers, mais bon, c'est sûrement pas pour ça. J'espère. Et puis même dans la société japonaise, c'est encore plus complexe. C'est pas une opposition frontale entre les sexes comme on peut l'imaginer chez nous, parce qu'on y a vraiment eu une mort. Il y a une répartition des tâches. Par exemple, en France, en Europe, on va prendre le 19e siècle, monsieur a le pouvoir du mariage et les cordons de la bourse. Alors qu'au Japon, madame a les cordons de la bourse complètement. C'est-à-dire que monsieur lui verse son salaire et il a droit à son argent de poche. C'est une vision qui, chez nous, est absolument surprenante. Donc déjà, alors là c'est pour ça que je fais pas de sociologie, parce que en fait j'en ai pas les moyens, et puis je fais beaucoup d'hypothèses. Mais je pense qu'il a aussi gagné en aisance par rapport à ce sujet qui est un sujet sensible, c'est-à-dire qu'il représente très peu de couples mariés finalement frontalement, où ils apparaissent comme des personnages d'arrière-plan avant de devenir peu à peu des personnages de premier plan, parce que
Lisa, donc la mère de Sosuke dans Ponyo, est quand même un personnage central de l'histoire, dont on découvre, presque par hasard, qu'il y a un père. C'est quand même beaucoup plus d'aisance par rapport à ça. Une évolution sociale aussi, fatalement, puisque alors même si la famille monoparentale au Japon c'est un peu comme le Yeti, il y en a, mais on sait pas où, il est quand même beaucoup plus à l'aise avec ce phénomène-là. Il y a le cas des parents de Kiki qui est intéressant. Oui, bah là où on a parce que la mère est sorcière et elle domine le père. Qui la scène. Oui, elle domine. Oui, mais ça c'est. Après, bon, voilà. c'est une œuvre d'adaptation, donc peut-être que c'est déjà dans le roman, et puis c'est Miyazaki, mais beaucoup de détails signifiants. Ouais, mais il insiste quand même juste sur la scène. Oui, on la voit faire le geste et. Il le fait. Voilà, c'est ce que j'appelle le détail signifiant, c'est qu'au détour d'une scène, il crée un arrière-plan et il lance quelque chose. Il le fait, ça, Raph adore sur l'antimilitarisme dans le château ambulant, où on voit des scènes de rébellion en arrière-plan. Il le fait donc. C'est vrai, pour un japonais de sa génération, dans le contexte donc de l'immédiate après-guerre, il est particulièrement ouvert d'esprit et c'est même pas la fréquentation de l'étranger qui aurait pu donner ça, comme on espère souvent que c'est l'influence européenne sur les autres pays qui donne des choses. Là, c'est pas du tout le cas parce que c'est pas un grand voyageur, c'est vraiment un individu. Et il aime lancer des pistes. Oui. Une autre question ? Est-ce que vous pourriez juste rappeler les 3 cycles des générations de féministes que vous aviez repérés, quand vous expliquiez d'abord Simone de Beauvoir, puis après c'était... Alors, avant Simone de Beauvoir, la première génération, alors c'est en fait, qui est pas véritablement de féministe, c'est que c'est l'homme qui permet à la femme de s'émanciper. C'est l'action masculine qui permet à la femme de s'émanciper. C'est, imaginez, c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs en fait dans le Lancelot, c'est-à-dire quand Lancelot libère Guenièvre de son emprisonnement, elle l'envoie paître. Elle est libre de l'envoyer paître. Bon, elle le fait par un mensonge, en plus, une accusation de viol, ça c'est terrible, mais c'est la même idée. C'est dans le château Cagliostro, c'est Clarisse qui est libérée par Lupin et qui donc peut refuser un mariage arrangé puisque maintenant elle est libre. Elle a été libérée physiquement, elle est aussi libérée mentalement. La deuxième génération, c'est la génération Simone de Beauvoir, c'est que la femme doit s'approprier les codes masculins, et donc c'est les personnages d'héroïnes annonce ça, mais depuis l'Antiquité, ces femmes qui revêtent l'armure, Jeanne d'Arc comme une figure mythologique féminine, c'est tout à fait ça. C'est des femmes qui sont obligées de devenir des hommes pour pouvoir ensuite devenir autre chose. Et ça, alors, quand on lit Simone de Beauvoir maintenant, on a du mal à le comprendre. Pourtant, quand on regarde le post-apo, on est encore quand même pour pas mal de femmes bloquées à ce niveau-là, c'est-à-dire des femmes qui sont violentes, alors en plus prennent les attributs du héros pour exister en tant qu'héroïne, parce que si elles ne font pas ça, on ne les reconnaîtrait peut-être pas comme héroïnes. Et la troisième génération, alors c'est bien, c'est que ça s'accomplit en fiction. Dans la vie de tous les jours, c'est encore très compliqué. C'est des femmes qui ne se définissent plus par rapport à l'image préconçue, c'est-à-dire fille, femme, mère, cette évolution assez terrible que vous avez dans n'importe quel petit livre pour enfants, si vous avez des filles, quand vous voyez cette idée-là, elle se réalise par des personnages féminins qui pas forcément omnipotents. Ponyo, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une puissance magique, mais elle ne s'en sert pas finalement. C'est-à-dire, elle s'en sert un peu contre son gré, mais ce n'est pas un outil de domination du masculin. Ça fait partie de ses caractéristiques et puis c'est tout. C'est une fille d'eux, elle va pas reprocher d'être née dans telle famille. C'est Chihiro qui apprend, et là on a vraiment, c'est pour ça que ce film est intéressant, c'est que c'est un récit d'initiation. Donc l'initiation, c'est apprendre à devenir qui on est. Donc ça fonctionne sur les plans, mais là c'est une fille, et dans les données que l'on a au début du film, c'est vraiment ce discours ambiant autour d'elle qui est: tu es une petite fille incompétente, en plus t'es pas jolie. En gros, pour une fille, si t'es pas jolie et que t'es pas intelligente, t'as raté avant même d'avoir. C'est terrible, hein. Ça veut dire qu'une petite fille à 6 ans, on lui dit c'est même pas la peine d'essayer, t'es pas mignonne et t'es bête comme tes pieds. C'est un peu le message qu'elle a, et elle arrive à se dépasser ça pour être une petite fille extrêmement intéressante.
la victoire que peut-être de ce film-là, c'est aussi si vous la montrez à des petits garçons, ils vont pas dire je m'identifie pas parce que c'est une fille. Enfin, ils la diront pas comme ça parce qu'ils n'ont pas le recul, mais ils ne rejettent pas le film parce que ça met en scène des filles. Or souvent, les petits garçons, les petites filles sont assez impitoyables. On voit tout de suite si le film réussit son coup, s'il s'identifie ou pas, s'il rejette ou il rejette pas. On montre aux filles la petite sirène à longueur de journée, Cendrillon et compagnie, normal. On leur montre autre chose, elles s'identifient aussi. Les garçons, ils voient une fille à l'écran, ils s'identifient pas à Dora l'exploratrice, hein. Ils s'identifieront à d'autres modèles représentés, mais avec Chihiro, ils s'identifient. Parce que ce qu'elle vit dépasse en fait finalement tout ça. Et comme c'est une fille, ça porte plus sur les filles. Mais là, j'interprète beaucoup, parce que n'étant moi-même pas très féminin, a priori, je ne peux que essayer de deviner. Et j'avais juste une autre remarque. Là, vous avez abordé tous les personnages principaux. Qu'est-ce qu'il en est des personnages secondaires, comme par exemple Yubaba ou... Alors, les personnages secondaires, j'ai commencé à regarder ça, puis je me suis dit que déjà, c'est 45 minutes pour tout dire. Ça allait être court. Si je rajoute, parce qu'un personnage comme Kushana dans Nausicaa ou de Yubaba sont des femmes de puissance qui incarnent enfin au début qui incarne le vilain de vilain, mais qui ensuite en fait évolue. Enfin Kushana, elle est extrêmement subtile. Yubaba, elle a son double bénéfique, donc c'est un peu plus simple finalement. C'est quand même une méchante mère indépendante. Hein. Il y a Dameboshi. Et mais ne parle pas, ne lance même pas sur Dameboshi. Alors là, Dameboshi, c'est un gros morceau, c'est un personnage vraiment important. C'est le personnage féminin dans Princesse Mononoke. Tout ce qu'on pense, une leçon de cinéma sur comment ne pas faire un film manichéen. Vous prenez Princesse Mononoke, puisque quel que soit le camp dans lequel vous mettez, vous avez des héros, vous avez l'ennemi est méchant, mais en même temps, il y a du pour, il y a du contre. Ouais, Finalement, c'est quand même des figures fortes. Ça reste des figures fortes, mais Pour avoir une grande importance sur... c'est l'idée que j'avais, c'est que est-ce que le féminisme peut se réduire à mettre des femmes fortes à l'écran et ça suffira? C'est-à-dire quand on transforme le héros dans Post-Apo en héroïne, est-ce que ça fait de ça une œuvre féministe? C'est la même idée pour moi de dire à quelqu'un, je reprends ma blague de tout à l'heure, mais si vous avez une jambe de bois, vous êtes une chaise. On a mis une femme, donc c'est féministe. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Le féminisme, le féminisme. Il y a les féminismes en plus maintenant. Donc, oui, il y a des femmes fortes. Oui, il y a des femmes de pouvoir. Mais est-ce que c'est forcément féministe? Si on prend les femmes fortes du début, c'est quand même les femmes vraiment de puissance sont toutes des méchantes, donc c'est pas très. Donc j'essaie de creuser puis de voir qu'en fait, je pense que Miyazaki a commencé en inversant les rôles, puis s'est rendu compte que c'était pas forcément très très concluant comme analyse, donc il a poussé un peu plus loin et on est arrivé avec des personnages féminins qui pourraient être des garçons ou des carottes. Enfin, c'est plus du tout leur genre, leur sexe qui définit ce qu'ils sont.